Cheikh, Allez, oui, vas-y. Cheikh, j'aimerais bien que ça soit interactif, c'est ça le but. اديك parole Bouzid. تفضل. Ouais. Merci, Esther. Donc, bonjour tout le monde, mes chers amis et collègues. Merci, Esther, pour l'invitation. Donc, tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances à M. Benitaoui suite au décès de sa maman, Abia Hamash. Donc, notre thème aujourd'hui, ça serait la gestion des patients polyvasculaires. Donc, ma présentation va aborder les points suivants. Donc, tout d'abord, la définition proposée par les recommandations de l'ESC. Donc, un patient polyvasculaire, c'est un patient qui présente simultanément une atteinte artérielle significative, c'est-à-dire cliniquement symptomatique, dans au moins de grands territoires artériels, à savoir coronaire, périphérique ou cérébrovasculaire. Donc, de point de vue épidémiologique, selon le registre REACH, qui est un grand registre qui a inclus plus de 40 000 patients, on voit que un quart des patients qui présentent une coronaropathie clinique présentent une atteinte artérielle, périphérique ou cérébrovasculaire concomitante. Et plus de 60% des patients qui présentent une atteinte artérielle des membres inférieurs présentent une atteinte artérielle concomitante. Si on prend le bras français, toujours du registre REACH, 18% des patients qui présentent une atteinte multi-artérielle avec une prédominance d'atteinte simultanée coronaire et périphérique et qui avoisine les 10%. Ces résultats ont été encore confirmés une fois par les études CAPRI et l'étude AGATA, avec une atteinte qui a inclus dans l'étude CAPRI, avec une atteinte des trois territoires dans 3% des cas et dans 7% des cas dans l'étude AGATA. Donc, c'est quoi l'association entre l'âge et l'atteinte artérielle? Donc, la prévalence de l'atteinte pluriartérielle augmente avec l'âge, aussi bien pour les hommes que les femmes, avec une nette prédominance pour les anévrismes de l'artère abdominale, et ceci par rapport aux hommes. Quel impact sur le pronostic? Même si les patients qui présentent une atteinte artérielle plurifocale, même s'ils sont stables, il y a une augmentation des événements cardiaques et cérébrovasculaires, la mortalité également cardiovasculaire, si on compare les patients présentant une atteinte vasculaire sur un territoire par rapport aux patients qui présentent une atteinte polyartérielle. Cette mortalité et événements cardiovasculaires sont fonction du nombre des territoires atteints. Elle peut être 4 à 5 fois plus importante chez les patients qui présentent une triple atteinte artérielle. Donc voilà, le décès cardiovasculaire, l'infarctus, les AVC. Donc si on prend les patients diabétiques, toujours cette étude du registre REACH, on s'est intéressé aux patients diabétiques, on remarque que le caractère polyvasculaire de l'atteinte artérielle chez le diabétique constitue le facteur pronostic le plus puissant pour les événements cardiovasculaires chez cette population. Donc, c'est le plus puissant, donc l'atteinte polyvasculaire avec un hazard ratio 1,92 par rapport aux autres critères étudiés. Donc, les patients pluriartériels, ce sont les patients les plus graves, mais malheureusement, ce sont les patients les moins bien pris en charge. Si on prend cette étude qui s'est intéressée au nombre de procédures invasives réalisées chez les patients artériels ou non artériels en intra-hospitalier, on remarque que les patients qui présentent une atteinte polyvasculaire, ce sont les patients qui bénéficient le moins de procédures invasives cardiaques, à savoir coronarographie, angioplastie ou pontage coronaire. Pour ce qui est recommandations européennes, donc il est recommandé à ce qu'il y ait des équipes spécialisées
en atteinte artérielle périphérique qui inclut plusieurs spécialistes, à savoir un chirurgien vasculaire, cardiologue, angiologue, infectieux et diabétologue. Il a été encouragé qu'il y ait des stratégies d'implémentation ou d'amélioration pour le dépistage et la prise en charge des patients artériels et polyartériels à l'échelle publique et au niveau des structures hospitalières. Les mesures générales comme l'arrêt du tabac, l'activité physique et le changement de mode de vie. Les statines sont recommandées chez tous les patients symptomatiques avec un contrôle strict de la glycémie, l'utilisation de l'anti-agrégation plaquettaire chez les patients juste symptomatiques, le contrôle de la pression artérielle et l'utilisation préférentiellement des IEC, des ARA2 chez les patients hypertendus. Pour le traitement antithrombotique, chez les patients qui présentent une atteinte carotide, donc chez les patients asymptomatiques, une simple anti-agrégation plaquettaire est recommandée en 2A. Donc chez les patients ayant subi une chirurgie, c'est la mono-anti-agrégation plaquettaire en cours. Et chez les patients ayant bénéficié d'une angioplastie carotide, à double anti-agrégation pendant 1 mois, et par la suite une simple anti-agrégation plaquettaire. Toujours dans le traitement antithrombotique, chez les patients qui présentent une atteinte artérielle périphérique, chez les patients asymptomatiques, il n'est pas recommandé de mettre les patients sous anti-agrégant plaquettaire. Par contre, il est recommandé systématiquement chez tous les malades symptomatiques. Après une angioplastie périphérique, c'est la double anti-agrégation pendant 1 mois, puis une simple anti-agrégation. Chez les patients ayant subi une chirurgie, c'est soit une anticoagulation ou bien une simple anti-agrégation plaquettaire en 2B. Pour le traitement antithrombotique, chez les patients nécessitant une anticoagulation, donc les patients qui ont une pathologie artérielle périphérique, les patients asymptomatiques et les patients ayant subi une chirurgie, c'est la simple anticoagulation orale. Chez les patients ayant subi une angioplastie périphérique, on se réfère plutôt au risque hémorragique. Si les patients sont à haut risque hémorragique, on garde juste une simple anticoagulation. Si les patients ne sont pas à haut risque hémorragique, on garde un double traitement antithrombotique, à savoir un antiagrégant plus un anticoagulant pendant 1 mois, puis on laisse l'anticoagulant. Donc, qu'en est-il des patients qui sont candidats à un pontage coronaire? Le dépistage des atteintes carotides est recommandé chez les patients ayant présenté un AVC ou un AIT dans les 6 mois. Encore moins chez les patients qui dépassent les 70 ans, les patients pluritronculaires et les patients qui présentent une atteinte artérielle périphérique et les patients qui présentent un souffle carotide. Mais je pense que sur le plan pratique, on a tous tendance à faire une échographie de TSA avant un pontage coronaire. Donc, que faire des patients en attente de pontage coronaire présentant une sténose carotide symptomatique? Donc, les patients qui présentent une atteinte symptomatique, c'est-à-dire un AVC ou un AIT dans les 6 mois, la revascularisation est recommandée pour les patients qui présentent une sténose entre 50 et 99%, plutôt par endartérectomie. Pour les patients asymptomatiques, pour les patients asymptomatiques, la revascularisation systématique n'est pas recommandée. Elle peut être envisagée dans certains cas. Les patients qui présentent une sténose carotide bilatérale entre 70 et 99%, ou qui présentent une sténose 70-99% avec une occlusion contralatérale. Elle peut être envisagée également chez les patients qui présentent une sténose entre 70 et 99% et qui présentent des facteurs de haut risque d'événements cérébral sur cette sténose. Ce point, on l'a déjà abordé la semaine dernière avec le docteur Fourali.
Donc maintenant, pour les patients qui présentent une atteinte coronaire et périphérique concomitante. Chez les patients qui sont artérétiques, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une artériopathie périphérique prouvée et qui vont avoir un pontage coronaire, il est préférable que la veine saphène soit épargnée pour éventuellement un pontage périphérique dans l'avenir. Maintenant, chez les patients qui vont avoir un pontage coronaire et qui vont nécessiter un prélèvement saphène, il faut les dépister systématiquement pour une atteinte périphérique. Donc, voilà. Les patients en insuffisance cardiaque, il faut systématiquement chercher une atteinte artérielle périphérique, c'est-à-dire donc des membres inférieurs, des TSA, chez tous les patients qui sont candidats à une transplantation cardiaque ou bien une assistance ventriculaire. Chez les patients qui présentent une artériopathie périphérique des membres inférieurs, il faut chercher systématiquement une atteinte cardiaque avec une échographie transthoracique ou bien une élévation du peptide natriurétique. Ça, c'est la fibrillation atriale. Chez les patients qui présentent une atteinte périphérique, donc l'anticoagulation, elle est recommandée si on a un phase supérieur à 2 et chez tous les autres patients en 2A. Pour les patients candidats à un TAVI ou une intervention percutanée structurale, il est recommandé de chercher systématiquement l'atteinte artérielle périphérique, que ce soit des membres inférieurs ou des membres supérieurs, chez ces patients qui sont candidats à un TAVI ou bien une procédure mitrale au tricuspide. Donc voilà, j'ai choisi quelques exemples. Je n'ai pas tous les patients que je voulais. Donc, le premier cas, c'est une patiente qui présente une atteinte carotide avec une atteinte coronaire. Donc, c'est une dame de 81 ans. Elle est hypertendue, diabétique. Elle a comme histoire un pontage coronaire en 2014. Elle a une mammaire gauche sur la marginale. Elle a une mammaire droite sur l'IVA et un pont saphène sur la coronaire droite. Sa présentation actuelle est cardiaque, donc elle se plaint d'un longueur d'effort progressif et elle est asymptomatique sur le plan cérébrovasculaire. Concrètement, donc la coronarographie, donc atteinte de l'axe circonflexe marginal, une occlusion de l'IVA, donc qui est là. Le contrôle, la coronaire droite, donc elle est très malade, elle est occluse, avec un pont saphène qui est dégénéré. Donc, le contrôle des ponts. Donc, la mammaire gauche sur la marginale, elle est bien perméable. Mais la mammaire droite sur l'IVA, là, on ne la voit pas bien parce que le TABC, il est très tortueux. Donc, de passage cette sonde, c'est la sonde Simon, c'est la sonde qu'on utilise pour aller chercher les carotides. Donc, elle présente sur le plan coronaire, à la coronarographie, elle présente une sténose sur l'IVA après l'anastomose. On va voir comment la traiter. Également, elle présente une sténose serrée asymptomatique de la carotide interne gauche. Donc, cette patiente, je voudrais vous demander comment allez-vous traiter cette patiente. Est-ce que vous traitez les deux axes, c'est-à-dire les coronaires, la carotide? Qu'est-ce que vous traitez au premier? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mettez vos réponses sur le chat et on donnera Donc, notre. sur le plan coronaire, elle est symptomatique. La lésion, elle est là, donc c'est clair. Sur le plan carotide, donc, elle présente une sténose serrée asymptomatique. Comment vous traitez cette patiente? Bouzid, donne un peu un petit moment pour qu'il réponde. Agda, Oui, oui. les réponses sur le chat. Quelle est ta question exacte? Ta question. Comment vous traitez cette patiente? C'est la stratégie d'approche. Oui. Comment vous traitez cette patiente? Ah, y a pas beaucoup de réponses pour l'instant.
Ah, alors, Baouni. Alors, je connais il y a Jummal. Jummal intervient. Donc, sur le plan coronaire, je demandais plutôt un test d'ischémie pour savoir de quel territoire il s'agit. La symptomatologie, elle vient d'où? De la CD, éventuellement du pontage de la mammaire droite qui n'était pas visualisée. Et sur le plan carotidien, j'ai pas de données d'échographie. Là, je demanderais une échographie de TSA. D'accord, ok, c'est correct. Mais pour les patients qu'on voit pour les carotides, ils ont tous une étude non invasive des carotides, c'est-à-dire une échographie des TSA. Et pour cette patiente, même sur le plan coronaire, on a fait une FFR. D'accord? Et qu'est-ce que ça a donné la FFR? Elle est positive, elle est inférieure à 0. Quel territoire? Quel territoire? Sur l'IVA. Sur les autres territoires, donc sur la coronaire droite, on n'a pas grand-chose à faire parce qu'elle a une coronaire droite Elle qui est au plus. abîmée. Elle est abîmée. Elle est abîmée. Oui, elle est très abîmée. Après, le pont saphène, il est totalement dégénéré. Et vous allez voir la sténose de l'IVA, elle est serrée. C'est elle qui est responsable des symptômes. Baouni. Mais est-ce que vous touchez, Baouni, vas-y. Théoriquement, c'est une maladie qui est asymptomatique, avec, même si l'occlusion elle est serrée, on ne touche pas à la carotide, théoriquement. Et sur le plan des coronaires, je pense qu'il faut tenter une désobstruction de l'IVA, de l'occlusion chronique de l'IVA. D'accord, ok. Donc, une troisième réponse. Wadi, أنا اللي نقرا في الشات. Wadi. يلا علي Wadi. Oui, cher. Je pense que sur le plan coronaire, il faut intervenir après avoir un test d'ischémie, mais sur le plan carotide, je ne pense pas parce qu'elle est asymptomatique. زيد. Est-ce qu'il y a D'accord, ok. Est-ce que donc intervenir? خلاص, c'est bon. C'est bon. Ah, ya Bouzid, à toi la parole. Donc, cette patiente, comment elle a été traitée? Tout d'abord, cette patiente, elle est symptomatique sur le plan coronaire. On a fait la coronarographie. Il y a eu une lésion sur la IVA après l'anastomose. Donc, on l'a interrogée par une FFR qui est revenue positive. Donc, l'origine des symptômes, c'est cette lésion. Oui, l'origine de la coronaire droite, elle est discutable, mais c'est une dame qui a plus de 80 ans. Donc, la coronaire droite, elle est occluse, elle est complexe, le pont, il est dégénéré. Et on a une FFR positive sur l'IVA. On est parti pour ouvrir l'IVA. Donc, ça, c'est pour soulager les longueurs. Deuxièmement, elle a eu un scanner cérébral qui a montré un AVC asymptomatique sur le scanner du côté de la carotide interne gauche. Donc, cette patiente, elle a été programmée dans la même séance pour une angioplastie carotide et une angioplastie coronaire, dans la même séance. Même si l'AVC est même si l'AVC est ancien. Même si l'AVC est ancien. Oui, Oustin. C'est un AVC. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Cette patiente, elle n'a pas eu d'autres AVC. Mais on a fait un scanner cérébral. Il y a eu une séquelle du côté gauche, la carotide interne. Oui, oui. Oui, Bouzid. Ah, راح الحس. Bouzid. On n'entend pas Bouzid. Bouzid, ماناش نسمعوك. Bouzid. Présenter une difficulté d'abord. Là, on est paroi fémorale. Il y a une grosse tortuosité du tronc brachiocéphalique droit. C'était vraiment difficile d'aller engager dans la mammaire interne qu'on voit ici. On a utilisé un gros guide ici pour avoir le support. On a passé le guide. Et donc, ça, c'est un microcathéter qu'on a utilisé. Ça, c'est un guide. Je voulais juste faire cette petite remarque pour les cardiologues interventionnels. Ça, c'est un guide, c'est le Spartacor. C'est un guide qui est dédié à la base de procédures pour les procédures périphériques, essentiellement les angioplasties rénales, parce que c'est un guide 0,14, mais qui a un grand support.
Donc, nous, devant ce manque de support, on a utilisé dans la mammaire. Ça n'a pas fait de problème. Donc, on a utilisé une extension de guiding cathéter. Ça, c'est la mammaire droite. Et ça, c'est la lésion de l'IVA. Donc, ça, c'est après l'anastomose. Et ça, c'est après l'angioplastie. Donc, voilà, elle a bénéficié pendant la même séance d'une double angioplastie carotide et coronaire. On a utilisé 160 cc de contraste. La procédure, elle a duré à peu près 45 minutes. سامحني un petit commentaire. C'est un peu controversé et c'est discuté. Ici, le risque ischémique de la carotide. Il n'est pas évident. Oui, c'est discutable. Oui, c'est discutable. Il n'est pas évident. Bon, je ne sais pas. Est-ce que tu as d'autres éléments qui pourraient te pousser à faire une angioplastie? Steve, le seul critère qui a permis d'envisager de toucher cette carotide, c'est le scanner cérébral. Pas autre chose. L'AVC scanographique, Oui. S'il est ancien, bon, on sait qu'un petit peu, c'est peut-être du 2. Mais il est ipsilatéral, Steve. Non, bien sûr, s'il était contralatéral, on ne discuterait pas. Ipsilatéral, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments comme l'écho, le transcrânien ou la... À l'écho, il n'y a pas, sauf la sténose, il n'y a pas les autres, donc la plaque hypo. Non, il n'y avait pas. Donc, Ali, vous avez décidé de... Bon. Sur le scanner, oui. Le scanner. Très bien. Parce que même dans le tableau des recommandations, il te dit un ou plusieurs. C'est mieux d'avoir plusieurs éléments, oui. Mais probablement, c'est discutable également d'aller toucher à cette carotide si on a un seul élément. Oui. Probablement, oui, c'est mieux d'avoir plusieurs éléments en faveur qui convergent tous, mais... Très bien. Donc, vous êtes. Anna. Tu penses pas que c'est un peu la tendance du privé d'être un peu agressif dans le public? Il aurait dilaté la carotide. Je ne pense pas, mais après, tu sais, dans le centre, il y a un peu une bonne expérience pour l'angioplastie carotide. C'est pour ça ils sont pas, c'est-à-dire le taux de complications péropératoires, il est vraiment minime. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à aller dilater les artères carotides s'ils trouvent même un seul critère qui pousse vers ça. Que cette sténose est éventuellement thrombogène. Ok. Donc, c'est l'expertise qui a poussé les... Oui. Okay. Donc, oui, c'est une sténose serrée. On a un seul critère qui est scanographique, mais l'expérience du centre fait que les opérateurs, ils n'ont pas vraiment peur des complications ou ils ont un taux très minime de complications. Je pense que pour un service standard, ils auraient traité médicalement. Très bien. Très bien. Donc, voilà, ça c'est le deuxième patient. C'est un patient également qui présente une atteinte coronaire et une atteinte carotide. C'est un patient relativement jeune. Il est hypertendu, dyslipidémique. Il a des antécédents coronaires. Il a été stenté sur la coronaire droite et la circonflexe en 2015. Ce patient, il était également stenté en 2015 sur sa carotide interne droite. Actuellement, il présente des symptômes cardiaques. Donc, il présente un angor d'effort progressif et il présente une atteinte de la carotide interne de l'autre côté. Donc, ça, c'était en 2015. Donc, c'est une sténose de la coronaire droite, de la circonflexe. Il y a une plaque de l'IVA. La coronaire droite et la circonflexe ont été stentées. Et ça, c'était la carotide interne droite en 2015. 2015, donc carotide droite et carotide gauche. On voit que la carotide gauche également était en 2015 déjà un peu calcifiée, assez serrée. Donc ça, c'est le résultat sur la coronaire droite et sur la circonflexe.
Et ça, c'est l'angioplastie de la carotide interne droite déjà en 2015. Donc, en 2016, il a été repris pour angioplastie de l'IVA et également de la carotide interne gauche. Donc, carotide interne gauche. Donc, il est stenté sur les deux carotides et sur les deux carotides et sur les coronaires. Là, il n'y a pas de question. Ça, c'est le troisième cas. C'est un patient également jeune, 53 ans. Il est coronarien. Il a une angioplastie de la coronaire droite et la circonflexe. Il est artérétique. Il a été stenté sur les deux iliaques. Il a eu une chirurgie sur le carrefour fémoral droit. Actuellement, il présente une atteinte asymptomatique mais progressive de la carotide interne gauche. Donc voilà, c'est une carotide interne gauche. Donc, comment vous traitez ce patient? Est-ce que vous traitez déjà la carotide et comment vous la traitez? Un patient de 53 ans, à faible risque opératoire. Qu'est-ce qu'il a? C'est la carotide gauche. À droite, il n'y a rien. La carotide droite est normale. Ouais, non. C'est un patient coronarien. Il est traité, stable et tout. C'est un patient artérétique. Il présente une atteinte iliaque bilatérale stentée. Il est stable. Actuellement, il présente une atteinte carotide gauche, mais progressive. C'est une carotide qui progresse. Comment vous traitez ce patient? Celui qui veut intervenir, il intervient sur le chat, je lui donne la parole. Aya Zaza, Adar Chouya. Aya. Qu'est-ce que tu ferais à Zaza? Oui, Oustad. Qu'est-ce que tu fais? D'après notre expertise locale, déjà, un malade comme ça, on ne le touche pas. Je parle de la carotide, c'est un traitement médical. Sinon, on peut faire un scanner. On peut faire un scanner cérébral et voir s'il y a des AVC silencieux. Mais notre expertise, enfin, en Algérie, on ne le touche pas. Je n'en vois pas. Les données de la science. On ne parle pas de l'Algérie. Les données de la science. Alors, les données de la science, il faut faire un scanner. Il faut faire un scanner cérébral et voir. Quelle est la vie des autres? Que pensent les autres? Aya. Qui veut intervenir? Aya. واسمه علي بجاوي راه معنا بجاوي اليوم. هيا بجاوي هيا اعطينا رايك سي علي تفضل. s'il n'y a pas بجاوي امروش. Oui. Oui, je suis de l'avis de Azaza qu'il faut faire un scanner. Un scanner pour éventuellement donc authentifier un AVC scanographique pour poser l'implication par la suite. Oui. Mais la lésion, elle est déjà progressive, c'est-à-dire elle a progressé d'au moins 20% dans les 6 mois. خلي نزيدو سامحني بوزيد امروش نزيدو امروش et on te laisse la parole. يا امروش يلا. يا امل امروش parle. Elle a écrit, elle n'a pas le micro. Oui, vas-y. Ben oui, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit auparavant, c'est-à-dire rechercher des critères en faveur pour opérer cette sténose puisqu'elle est asymptomatique. Et quels sont les critères qu'elle a, cette patiente? Ben, apparemment, il a dit que c'était progressif. La progression. Ça a augmenté plus de 20%, entendu. Voilà, donc c'est un critère. Mais je ne sais pas si elle a autre chose ou pas. Il faut faire un scanner, comme a dit Dr Azaza. L'évolution seule, c'est un critère. On peut l'opérer pour une endartrectomie en 2A. Ouais, très bien. Et vous l'opérez, pas stenté. Bas risque chirurgical, donc l'opération, elle se discute chez lui. D'accord. C'est encore l'expertise qui intervient, Bouzid, hein? C'est ça. Hein?
Non, non, chauffe, on discute ici. D'abord, il faut discuter, donner de la science. Pas d'expertise. L'expertise, bon, parce que l'expertise, on va découvrir bas. Non, Théorie. parce que les recommandations, ils mettent le pourcentage de complications, c'est pour ça. Oui, oui, c'est important. Oui, oui, oui. Donc, Houma, ils sont très, très en avance, donc ils peuvent se permettre. Sur un autre champ, peut-être ils l'auraient opéré. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas l'expertise Oui. Tana. Je sais que. Parce que les recommandations, c'est clair, un patient avec un risque chirurgical standard, c'est la chirurgie. Est-ce qu'il est vraiment à bas risque, Hada? Il n'est pas à bas risque. C'est un patient jeune, et oui, il est artéritique du coronarien, mais il est stable. Il est artéritique. Et quel est sa FE? L'écho. Elle est conservée. Il n'a pas de dysfonction V. Il est coronarien, artéritique, mais il est stable. C'est pas. Il n'est pas à bas risque, disons, risque vraiment. Oui. Donc voilà. La stratégie, c'était de toucher à cette carotide sur le critère de progression carotide. Mais par contre, la discussion, c'était sur la voie. C'était certainement une angioplastie, mais par rapport aux deux stents iliaques, en général, durant le stenting carotide, on utilise un introducteur 8F. Donc, on a voulu éviter l'abord fémoral et on l'a fait par voie radiale distale. Donc, pour un petit rappel anatomique, donc l'artère radiale, elle se divise en deux, avec deux arcades, donc profonde et superficielle. Donc, et la ponction au niveau de l'artère radiale distale, elle se fait ici à peu près, comme vous voyez ici. On l'a ponctionné sur guidage écho. Et ça, c'est l'introducteur, c'est un introducteur 6F. Un long introducteur 6F. 110 cm. Donc voilà la progression dans la carotide gauche. Ça, c'est la mise en place. Donc ça, c'est l'hémostase. Et le résultat final. Donc voilà, ce patient a été finalement stenté par voie radiale pour éviter d'aller traverser les iliaques. Donc, et le dernier patient, c'est un patient également jeune, 56 ans. Il est juste tabagique. Il présente une claudication intermittente 2B. À l'échographie, il présente une sténose serrée de l'iliaque primitive droite. Il présente une sténose serrée de l'iliaque externe gauche. Il présente une occlusion de la fémorale superficielle gauche. Il a également double occlusion des deux hypogastriques. La coronarographie a objectivé une sténose de la carotide, de la coronaire droite et de la circonflexe. Donc, ce patient a présenté 5 lésions, 2 coronaires et 3 périphériques. Il est symptomatique juste sur le plan vasculaire périphérique. Comment vous faites, comment vous gérez ce patient? خلي un peu de temps, Bouzid. Laisse un peu le temps à la discussion. Donc, 2 lésions coronaires, il n'a pas d'angor et il a des sténoses iliaques, fémorales, pour lesquelles il est symptomatique de façon bilatérale. Comment vous le gérez? Aya Mouzaoui, rah. Alors, Mouzaoui. Aya, prends la parole, Mouzaoui. Yallah. Mouzaoui. Vas-y. Aya, اللي نقولوا له tout de suite, ما يضيعناش الوقت. Allô? Allez, vas-y, Mouzaoui. Allô, واش allô هذا؟ هيا هضري. Oui, bon, sur le plan coronaire, vu qu'il est asymptomatique, même il y a des lésions serrées, la revascularisation n'améliorerait pas le pronostic. Mais quand même, on peut faire un test d'ischémie pour rechercher une ischémie large pour traiter. Mais Oui, sur le plan périphérique, pardon? Oui, une FFR, voilà. Voilà, ouais. Mais sur le plan périphérique, vu qu'il est symptomatique, on traite, on stent. Ouais, très bien. بن كوار رياض تفضل سي رياض راه معنا سي رياض الاستاذ رياض بن كوار
يعطينا رايك الاستاذ رياض. مرحبا، راك معنا رياض. شوفي نعطيو له لا بارول، il faut qu'il réponde tout de suite sinon on va perdre du temps. هيا رياض. الو ناوي ميكرو. Oui, alors sur le Vas-y Bjaoui, vas-y. sur le plan vasculaire, oui, sur le plan vasculaire, ce qui est recommandé pour les membres inférieurs, si on est symptomatique, logiquement, c'est recommandé de faire donc une activité physique et de prendre les médicaments qu'il faut, notamment donc une statine et un antiagrégant plaquettaire. Et puis revoir les choses. Donc 3 à 6 mois, là, c'est les recommandations, ce qui est recommandé. Mais lui, il a une lésion donc proximale où on a le droit d'intervenir, je crois, donc d'emblée, donc par un geste d'angioplastie. Mais pour les coronaires, j'ai pas l'impression que c'est une sténose serrée de la droite, donc ce qu'on a vu sur la diapositive. Donc à mon avis, il faut d'abord bien évidemment un traitement médical et traiter donc la lésion proximale de l'iliaque et puis évaluer donc dans un deuxième temps les lésions coronaires. Comment? Les deux iliaques, vous traitez au... Les deux iliaques, oui, tout à fait. Oui. C'est pas la fémorale. خلي encore, laisse les gens discuter un peu. Tu nous donnes la solution. شاوش كي يا باتنا شاوش هيا هضر يا وسام شاوش. Je sais pas où elle est على كل حال. Mais il faut que vous interveniez rapidement. Il y a un micro et vous intervenez. Sinon, هيا شاوش. Est-ce que tu peux parler? Oui, Sam Chaouch, vas-y. Oui, monsieur Khadawi. Yallah, Binti, vas-y. Sur le plan coronaire, je pense que il faut faire des tests d'ischémie, même si je pense que la lésion sur la coronaire droite fait plus de 90, on trouvera sûrement une ischémie sur la coronaire droite. Pour ce qui est du périphérique, du membre inférieur, je ne suis pas certain, je pense qu'il faudrait plutôt faire un pontage sur l'iliaque droite, l'iliaque commune droite. Et pour ce qui est de la périphérique... Un aortopie fémorale. Oui. C'est des lésions bilatérales. Après, pour ce qui est de la fémorale distale gauche, je pense qu'on se contenterait d'un traitement médical. Après avoir vascularisé les deux iliaques, on va recontrôler. Oui, très bien. Je suis en fait, oui, je suis pas à la monsieur Bakida. خلي بوزيد خلي Bouzid, s'il te plaît, le maladie claudique où? À droite et à gauche. Claudique de oui, mais c'est où? C'est les cuisses. Cuisses, le mollet, c'est où? Les mollets, prédominant au niveau des mollets. Dans les deux. Bien qu'il y ait une occlusion des deux hypoglycémiques, mais il claudique principalement au niveau des mollets. Et c'est beaucoup plus beaucoup plus à gauche ou non, c'est la même chose? Je ne me rappelle pas trop, mais j'ai l'impression que c'est à peu près équivalent. Mais j'imagine que c'est plus prononcé à gauche, parce qu'il a double sténose. Voilà, il y a l'externe plus la fémorale qui se conclut. Je pense que c'est un peu plus prononcé à gauche. Moi, je pense qu'il faut traiter les deux. Donc, il faut traiter l'iliaque droite et l'iliaque gauche, et même par angioplastie, et même la fémorale superficielle, parce que ça paraît faisable. Okay. Qui veut intervenir? Naït Achour, qui est en Belgique. وقريب يخلصوا دراهمها راهي مولية. Aya, donne-nous ton avis, Naït Achour. Bah, je suis de l'avis de ce que les autres ont dit. Bah, il faut documenter l'ischémie au niveau cardiaque et puis traiter au niveau du membre inférieur, mais je ne suis pas experte pour dire par quelle méthode. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut intervenir avant de laisser Bouzid conclure ce cas? Vas-y, Bouzid, s'il n'y a plus quelqu'un. Oui, donc effectivement, c'est l'approche a été faite comme vous avez discuté. Donc sur le plan coronaire, on a fait FFR à droite et à gauche, qui était positif,
Et je pense qu'angiographiquement, la coronaire droite, elle a l'air serrée quand même sur cette projection. Donc la FFR, elle était positive. Donc la décision sur le plan coronaire, premièrement, a été prise pour angioplastie. Et deuxièmement, sur le plan périphérique, c'est un patient qui est symptomatique, donc claudication stade 2B, bilatérale. Les lésions, de point de vue technique, ne paraissent pas trop compliquées. Donc, elles étaient traitées par angioplastie. Mais ce patient a été traité en 2 séances. La première séance, c'était par voie radiale. On a fait FFR, angioplastie de la coronaire droite. Et en même temps, par voie radiale, on a fait l'angioplastie de l'iliaque primitive droite. Et dans une deuxième session, on a repris par voie fémorale, cette fois-ci, fémorale droite. On a traversé le stent et on a traité la circonflexe. Et par voie contralatérale, crossover, on a traité tout d'abord la fémorale superficielle gauche distale et en sortant, on a stenté l'iliaque externe et on a fini la procédure. Donc voilà, elle était traitée sur le plan coronaire et périphérique en 2 sessions. Donc voilà, je n'ai pas les images définitives, mais le cas est disponible sur le site Interclub. Pourquoi pas aorto-bifémoral, pontage à haut risque? Je pense que non, je pense que les lésions, ce sont des lésions courtes. C'est un patient jeune, il n'y a pas trop la calcification au niveau des iliaques, donc le risque de rupture, il est minime. Donc, ce sont des lésions qui sont techniquement très faisables au niveau iliaque. Et le résultat à moyen et à long terme sur le stent iliaque, il est tout à fait acceptable. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose pour ce cas? Très bien. C'est Zid Wassal, s'il y a un autre cas. Donc voilà, donc c'est tout. C'est le dernier cas. Moi, je vous remercie. Eh ben, merci. Juste peut-être des questions, puisqu'on a encore un peu de temps. Moi, ce qui est un peu me chiffon dans les guidelines européens, c'est artériopathie périphérique, pas de symptômes, pas d'aspirine. Ça, je n'ai pas bien saisi, hein. En sachant que l'athérosclérose est une maladie polyvasculaire qui va toucher l'ensemble de l'axe vasculaire. Ça reposait sur quoi, d'après toi, Abouzid, la recommandation? Ne pas donner de l'aspirine quand nous avons une athérosclérose qui est asymptomatique, périphérique. Oui. Je ne sais pas, c'est les recommandations. Est-ce que quelqu'un a un commentaire sur ça? Et les statistiques, hein? Vas-y. Ce que j'ai lu moi, donc dans un travail qui a été fait où ils ont comparé entre les patients asymptomatiques sous aspirine et sans aspirine, il y a eu de hémorragique chez le groupe de patients asymptomatiques traités par aspirine et plus de mortalité. Donc c'est à partir de là où ils ont donc changé cette recommandation. Avant, c'était l'aspirine pour tout le monde. Et là, il y a maintenant l'aspirine seulement pour les patients symptomatiques. Et statine pour tout le monde. Symptomatique, c'est-à-dire claudication, quoi. Oui. C'est-à-dire la claudication, elle va changer. Claudication ou... Non, on parle surtout de claudication. Donc, quelqu'un qui a une sténose serrée, qui claudique, on lui donne de l'aspirine. S'il ne claudique pas, on ne lui donne pas d'aspirine. Je pense que moi, si on découvre une sténose serrée du fémoral ou l'iliaque, parce que même c'est rare qu'il soit asymptomatique. Ah non, même s'il est asymptomatique ou aussi symptomatique, je pense qu'il lui faut de l'aspirine. Souvent, l'occlusion Moi, tu as de l'expérience. Souvent, par exemple, l'occlusion de la fémorale superficielle est asymptomatique. Le plus souvent, c'est symptomatique. Parfois, une sténose très serrée, focale, elle est symptomatique. Elle peut même donner l'ischémie critique. Moi, j'ai vu des patients. Bien sûr. Et elle peut être asymptomatique. Si elle est bien reprise par la profonde,
elle va être asymptomatique. Oui, mais je pense ces patients qui présentent une sténose significative de plus de 50%, je pense que même s'ils sont asymptomatiques, moi personnellement, j'ai tendance à leur donner un anti-agrégant. Mais que disent les recommandations? Les recommandations, ils disent symptomatiques, symptômes cliniques. Peut-être qu'il y a des détails dans le texte. Pour ceux qui ont lu les recommandations. Déjà oui, oui. Les patients avec une artériopathie sans aspirine, ça représente peu parce que souvent donc, le patient avec une artériopathie, il a un autre problème ailleurs, donc il a une coronaropathie ou autre chose, donc on a tendance à traiter ce patient-là, même s'ils sont asymptomatiques, par de l'aspirine pour autre chose. Donc, généralement, le patient avec artériopathie asymptomatique, c'est pas beaucoup aussi. Non, mais avant, le rationnel, c'était ça. Quand on a une artériopathie des membres inférieurs, presque dans tous les cas, il y a une atteinte ailleurs. Donc, on donnait de l'aspirine. On ne donnait pas d'aspirine pour les membres inférieurs. Si on donne de l'aspirine, c'est pour les coronaires, surtout, et les carotides. C'était le rationnel, disons, avant. Mais là, et les statines, est-ce qu'on les donne chez les patients asymptomatiques? Oui. 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 Les statines, c'est pour... Oui. Oui. Les patients qui sont asymptomatiques et présentent une atteinte périphérique, ils le font, là, c'est le statine. Et est-ce que maintenant, puisqu'on a le temps, hein, on est en train d'essayer de combler, mais c'est intéressant. Est-ce que c'est plutôt Plavix ou aspirine? Pour les membres inférieurs. Il y a eu, je pense, un registre où ils ont trouvé qu'il y a moins d'événements chez les patients qui sont traités par Plavix. Mais ce n'est pas systématique. C'est pas très fort. Ce n'est pas consistant comme Parce que c'était l'étude Capri. Ils ont trouvé que le clopidogrel faisait mieux que l'aspirine dans le membre inférieur. Mais c'est la seule. Que disent les recos, les dernières? C'est un anti-agrégant, un aspirine ou Plavix. Ils ne disent pas, franchement, il faut Plavix pour les patients qui sont périphériques. Oui. Là, c'est des questions pratiques parce que, bon, on a tendance à... Certains, maintenant, donnent du clopidogrel chez les patients qui ont des artériopathies. Même, je pense, pour le cerveau, pour les accès à destination encéphalique. C'est un petit peu la tendance. Ouais, non, Bouzid. Sténose carotide. C'est l'aspirine. Hein. L'aspirine. Voilà. Si moi, j'ai une question. Peut-être. Chez quel patient vous cherchez, chez quel patient asymptomatique vous cherchez l'artériopathie périphérique dans votre pratique de tous les jours? Tu veux dire un patient coronarien ou un patient... Voilà, non, les patients qu'on suit en consultation. Un patient, par exemple, hypertendu, diabétique. Ah ouais, bien sûr. Et là, chez quel patient vous cherchez systématiquement une atteinte périphérique? Allez, alors, moi, dans ma façon de faire, généralement, bon, je suis un peu les recommandations. Donc, on va rechercher chez le patient de 50 ans avec un autre facteur de risque, c'est-à-dire un tabagique ou un patient diabétique. Beaucoup plus donc ce type de patient chez qui on cherche souvent donc une artériopathie oblitérante du membre inférieur associée d'une manière systématique. Donc un patient qui a donc si j'ai bien compris, un patient qui a déjà une maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire un infarctus ou un AVC, un truc. Non. Non, pas obligatoirement. Le patient au-delà de 50 ans avec un autre facteur de risque qui arrive à la consultation pour autre HTA, peut-être pour douleur thoracique ou autre chose. Le patient qui arrive à ma consultation, quand est-ce que je demande éventuellement donc un EPS, c'est ce patient-là, au-delà de 50 ans avec un autre facteur de risque, tabac ou
ou diabète ou autre chose. C'est-à-dire les patients à haut risque. Les patients à haut risque. C'est-à-dire la question que tu poses, quels sont les patients à risque d'AOMI? Oui. C'est ça. Donc là, c'est un chapitre particulier. On ne va pas détecter, bon, quoique cliniquement, normalement, un bon examen doit rechercher de façon systématique, mais pas l'IPS. Tu parles de l'IPS ou là en général? Clinique Sûr, je parle d'examen complémentaire, c'est-à-dire IPS ou clinique. D'accord, d'accord. Bien sûr, s'il y a déjà s'il y a des symptômes, ça c'est évident. Sinon, c'est les patients à haut risque. Et répondez, celui qui a un commentaire. كاين اللي ما سمعناهمش كاين اللي ما سمعناهمش ها. Il y a généralement deux cas de figure. Généralement, il y a deux cas de patients. هيا الدحيمان هذا يا الدحيمان ما سمعناهاش. هيا الدحيمان répond. Quel est ta... Et puis on va écouter, nous avons un invité تاني نهضروا شويه. صالحة بوبكر هذه مانيش عارف مين جات. هيا صالحة بوبكر étude pour pata dada دي تاعك. هيا prends la parole. صالحة بوبكر. Si vous avez un micro, prenez la parole, s'il vous plaît. Aya. Non, on ne vous entend pas. J'ai une question. Je peux lui poser une question. Vas-y, vas-y. Concernant le Xarelto en 2.5 bid, est-ce que vous avez des reculs, surtout pour les patients avec ischémie critique non revascularisable? Est-ce qu'on peut le substituer de l'aspirine, notamment en prévention secondaire, ou là vous associez l'aspirine et le rivaroxaban 2.5 bid? Merci. Bon, merci. Donc, pour les patients artéritiques, par rapport au rivaroxaban, j'ai une petite expérience chez les patients à faible risque hémorragique associé à un antiagrégant avec faible dose de rivaroxaban. Je pense qu'il n'y a pas de bénéfice particulier chez les patients en ischémie critique. Un patient en ischémie critique, il faut le revasculariser. Il ne faut pas mettre un anticoagulant. Donc, c'est l'étude, si vous voulez, c'est les résultats de l'étude COMPASS. Étude COMPASS. Donc, par rapport le patient en ischémie critique, particulièrement l'anticoagulant, je pense pas qu'il améliore quelque chose. Parce que le patient en ischémie critique, il faut aller ouvrir les artères. Il faut que le sang arrive au niveau de la plaie. Oui, Jamal, qu'est-ce que tu voulais dire? Jamal, vas-y. Ça va, tu es satisfait, Jamal, de la réponse? Je voulais dire en pratique courante, on n'utilise pas le Xarelto. Oui. On n'utilise pas le Xarelto en pratique courante. Oui. Quand est-ce que vous utilisez le rivaroxaban? C'est pour les patients à haut risque ischémique ou là, vous avez des situations particulières en dehors du SAPT? Donc, vous avez un recul sur la pratique courante, Qasdi? Non, personnellement, ici, je n'ai jamais donné du rivaroxaban pour un patient qui présente une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Pour une question de coût et pour un bénéfice qui n'est pas marqué de façon importante. Vous voyez? Donc voilà. Eh bien, Green. Je n'ai jamais donné du rivaroxaban faible dose chez un patient artéritique. Très bien. Green, Bilal. يعطينا رايك فازي تفضل. Oui, Oustad. Salam alaikum. Un commentaire. Moi, je dirais que la recherche de artéropathie périphérique se ferait surtout chez des patients qui ont plus on va dire, 3 à plus de facteurs de risque ou des patients qui seraient diabétiques avec une évolution du diabète de plus de 10 ans. On sera peut-être, selon les dernières recommandations, on pourra quand même rechercher, avoir des examens complémentaires. Voilà.
Shahinaz, Abdelbaki, qu'est-ce que tu penses? Shahinaz, Abdelbaki, rapidement, répondez rapidement. Shahinaz, tu es avec nous ou là? Abdelbaki, Gadouche, Tani, Gadouche, Friel Gadouche, qu'est-ce que tu ferais toi? Chez quelle passion tu... Gadouche et Abdelbaki, voilà ça. Pas de réponse. Gadouche, les micros. Peut-être ton micro n'est pas bien. Oui, allô. Vas-y, Gadouche. Pour moi, je préconiserais l'examen chez les patients diabétiques surtout et chez les patients qui ont des maladies cardiovasculaires avérées. Un patient coronarien, je demanderais une exploration pour une AOM. Est-ce que Belbaki pense la même chose? On ne sait pas. Voilà, donc, est-ce que tu es satisfait chez Bouzid des réponses? Oui, est-ce que je peux poser une question? Vas-y, Dahiman. Oui, juste par rapport au screening des plaques carotidiennes. En fait, quand on voit les dernières recommandations, on est plus dans en fait, on demande ça de plus en plus pour stratifier le risque du malade. Est-ce on va suivre beaucoup plus ces recommandations-là et faire de plus en plus de Doppler des troncs supra-aortiques, ou plutôt suivre les recommandations que vous aviez exposées tout à l'heure et limiter l'indication? Moi, je pense que la première dont on a parlé dans le topo là, c'est pour plutôt les patients symptomatiques, pour les patients qui ont une maladie cardiovasculaire, comme par exemple les patients qui vont avoir un pontage. Par contre, les recommandations dont vous parlez, c'est les recommandations du risque cardiovasculaire global, c'est la population générale. C'est les patients hypertendus, en gros. C'est pour avoir plus de stratification de risque. Moi, je pense que ce sont deux populations différentes parce que les recommandations de 2017, ils parlent plutôt chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire ou artérielle avérée, c'est-à-dire de par leurs symptômes ou pas, de par leur événement cardiovasculaire, c'est-à-dire les patients coronariens. Par contre, les recommandations récentes là, de 2019 sur les dyslipidémies ou bien celles d'avant sur le risque cardiovasculaire, c'est plutôt la population générale. C'est des patients, en général, c'est des patients hypertendus pour avoir un niveau un peu plus précis de leur risque cardiovasculaire. On demande un Doppler des troncs supra-aortiques. Moi, personnellement, je demande un Doppler au IPS chez les patients symptomatiques ou chez les patients diabétiques de longue date. En général, c'est les gens que je vise par exploration de l'artériopathie des membranes. Amrouche, qu'est-ce que tu penses, Amrouche? Merci beaucoup, d'accord. Amrouche, tu as fait un bon commentaire. Interviens, Amrouche. Et il faut intervenir rapidement, sinon on perd du temps comme ça. Aïe, Amrouche. Vas-y. Oui, Seb. Rapidement, interviens. Je n'avais pas de micro, désolé. Voilà, donc je pense que c'est évident qu'une stratégie de dépistage doit s'adapter à la société et au pays. On peut pas, c'est pas quelque chose qu'on doit extrapoler des recommandations. C'est-à-dire pour moi, le dépistage, on ne doit pas le tirer des recommandations, de dire voilà, dans les recommandations, il est dit qu'il faut faire tel et tel et tel examen. Parce que ça va dépendre de la société et de la stratégie de santé qui est établie à la population donnée. C'est vrai qu'en Algérie, nous sommes une population à haut risque cardiovasculaire, mais je ne pense pas que ça va apporter quelque chose de faire des Dopplers à tous les malades parce que ça a un coût. Donc, pour aller faire des Dopplers des membres inférieurs chez tous les patients, ce n'est pas quelque chose de faisable dans notre pays actuellement.
Voilà. Après, pour l'IPS, je ne sais pas, parce que Dr Bouzid a dit qu'il recommandait l'IPS, c'est le diabétique de longue date. Donc, je ne sais pas si l'IPS chez un diabétique va apporter Bon, pour les diabétiques, c'est principalement le Doppler. Oui, voilà, parce que l'IPS, Oui, oui, oui. Bon, pour le diabétique, c'est principalement le Doppler. oui. Donc, Mais moi, je pense que prendre une éviter les IPS, symptomatiques. moi, je pense que prendre une IPS pendant une consultation de cardio, je pense que ça ne prend pas énormément de temps. Et je pense, parce que tu as parlé de société ou bien d'habitude médicale en Algérie, moi, je pense qu'en Algérie, les gens, ils font plus d'échographie cardiaque qu'ils le font ailleurs. Moi, par exemple, les patients cardiaques ou coronariens, en France, ils voient les patients ils voient leur cardiologue chaque 6 mois, voire chaque année. Par contre, en Algérie, ils le voient chaque 3 mois. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ben, là, on n'est plus dans la prévention, on parle de patients, enfin, de maladies cardiovasculaires établies. Donc, on sort oui, un peu oui, de la oui, mais prévention. chez les patients, bien sûr, un patient qui est Les patients coronarien, suivre moi, je le vois, par mois. exemple, en consultation, après angioplastie coronaire, je le vois pratiquement chaque 3 mois. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps, plus de temps de faire une IPS avec. Oui, peut-être. Et même les patients hypertendus, si tu veux, disons la population générale. En Algérie, les patients hypertendus, ils viennent tous les 3 mois, c'est vrai ou pas? On les voit tous Oui, les oui. 3 mois. Ben, moi, je pense que faire une IPS, c'est-à-dire que ça ne gêne pas vraiment. Ça, Mais quand même, je pense que ça prend du temps de faire l'IPS. Je pense que ça prend quand même du temps. Oui, un tout petit peu, mais. Faire une EPS chez les hypertendus, ça va compliquer la Oui. consultation. Moi, personnellement, de façon pratique, c'est les patients symptomatiques. Pas- Je le fais, sinon. Une thèse, il y a Voilà, voilà, Bouzid. Les patients symptomatiques, Bouzid, voilà. De toutes les façons, Mais- même Mais les patients, il n'y a pas d'intérêt thérapeutique chez les patients asymptomatiques. De toute façon, on ira traiter les patients symptomatiques. Les patients avec une critique ou avec des symptômes. Donc, voilà. Après, ça reste utile de dire qu'il faut faire des Doppler. Voilà. Il faut fermer vos micros, sinon on n'entend rien. Hein. Il faut fermer les micros. Continue, Amrouche, continue. Je pense que le dépistage, de toutes les façons, n'apporte pas un plus dans la stratégie thérapeutique. Parce que pour les membres inférieurs, on ne va pas aller traiter des patients asymptomatiques. Oui, c'est ça. Oui. Il y a une thèse, nous avons une thèse, un travail du docteur Belhassan qui a été fait sur ça, sur est-ce que le Doppler, l'IPS permet de reclasser les hypertendus qui sont à moyen ou à faible risque, qui permet de les reclasser à haut risque, c'est-à-dire les patients asymptomatiques chez lesquels nous retrouvons une atteinte vasculaire. C'est une thèse intéressante, en fait, et ça a été fait chez les militaires, donc chez les jeunes, en général, c'est des jeunes. Il y a un pourcentage de patients qui sont reclassés à haut risque du fait de des ostéopathies compliquées. Et sur le plan des implications pratiques et thérapeutiques, bon, il n'y a pas grand-chose. Ça ne change pas. Ça change pas l'approche. L'approche, effectivement, dans une stratégie de populationnelle générale, ça peut changer. Et à l'échelle individuelle, ça ne change pas. Quoique pour maintenant classer les hypertendus, ils ont introduit l'atteinte des vasculaires pour les reclasser à haut risque dans les dernières recommandations. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, commentaires. Sinon, on remercie encore une fois notre ami Bouzid pour sa disponibilité.
Oui, tu peux intervenir, Jawi, tu peux intervenir. Alors, Jawi, tu peux ton micro. Jawi, Oui, pour revenir sur toujours le même point, je suis. Pour, vas-y, ouais. vas-y. Pour revenir sur le même point, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Oui. Pour revenir au même point, donc je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui a été dit parce que le politique qui met donc on va l'explorer, ça c'est clair. Donc le problème se pose avec symptomatique et là où il faut plutôt donc faire une politique de dépistage, bien évidemment. On ne va pas dépister tout le monde, on va dépister, on va cibler une population. Et puis, une fois qu'on fait le diagnostic avec les pièces, c'est pas trop demandé. Les pièces, ça n'a pas d'impact sur l'économie de santé. D'un côté, ça nous permet de voir ces patients-là à haut risque avec une artériopathie du membre inférieur. Ça nous permet de les traiter. Donc, c'est vrai que l'aspirine, ce n'est pas recommandé, mais les statines, c'est recommandé. Et recommandé aussi de leur demander de faire une activité physique. Donc, ça nous permet de voir et de suivre ce type de patient avec une artériopathie du membre asymptomatique. On va les récolter un jour, ou bien en ischémie aiguë. Donc, on ne va pas prendre les recommandations européennes comme argent. Jawi, tu as éteint ton micro. Ça y est, tu as terminé, Jawi. Merci. Donc, de toute façon, l'ischémie chez le diabétique. Est-ce qu'il faut, on doit rechercher une silencieuse chez le diabétique? En fait, les conséquences seront les mêmes. Il faut lutter contre les déterminants lointains de l'athérosclérose et des maladies cardiovasculaires. Ça sera les mêmes recommandations, j'allais dire, même dans la population générale. Donc, comment lutter contre les déterminants? C'est l'alimentation, l'activité physique, tout ça. Donc, c'est un petit peu la prévention. Donc, et ça commence dès le jeune âge. Donc là, c'est la politique de santé, l'approche populationnelle. En fait, on sait que chez le diabétique, par exemple, la recherche d'ischémie silencieuse a peu d'impact sur le traitement du diabétique et ça ne change rien du tout. Donc, chez un hypertendu, qu'on trouve une artériopathie ou pas, ça sera en fait les mêmes recommandations. Surtout si maintenant on dit qu'il ne faut pas donner de l'aspirine. Donc, s'il est asymptomatique, bien sûr. Hein. Mais voilà, on va aboutir au même, c'est-à-dire ce qu'on appelle lutter contre les déterminants lointains des maladies cardiovasculaires, l'obésité, la sédentarité, le stress, etc., etc. Donc voilà, et la prochaine fois, Inch'Allah, ça sera avec le docteur Meftout, notre ami Meftout. Où est Meftout Abou Jbid? Il est dans quel centre? Meftout, il est dans quel centre? Meftout. Il est à Corbeil. Il est à Corbeil-Essonne. Il est dans le sud de Paris. Il va nous faire, je pense, que la fermeture du FOP. Oui. Mais avant, nous aurons avec nous le docteur Ouasmo déjà, Dahou, la Dawi, ou Dahou, je pense, qui est donc, on a reporté déjà une fois, il avait perdu sa maman, qui est le chef de clinique à New York, dans un hôpital, qui fait beaucoup d'échos, qui s'intéresse aux cavités droites et au VD. Et il va nous faire donc, ça sera intéressant, donc Status of the Art, Tricuspid Valve Disease. Donc, je vous invite donc le lundi 17 août à être présent, afin de... voilà, et on remercie tout le monde. Ça a été assez bref. Bouzid, il a été pris au dépourvu chouïa, parce que notre ami, je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra nous faire le topo Tao. Bon, ça, c'est partie, ce n'est que partie remise. Hein. Oui. Inch'Allah. Voilà. Et الله يرحم على كل حال نترحموا على إمة سينابيل الله يرحمه. Et je pense qu'il y a l'oncle aussi de Bourahla qui est décédé, notre collègue aussi Bourahla. Allah yarhamhum. Et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.